Le Maroc vient de remporter la guerre diplomatique du Sahara occidental. Cette résolution reconnaît explicitement le plan d'autonomie marocain de 2007 comme la solution la plus réalisable et crédible pour une résolution politique du différend. La Chine, la Russie et le Pakistan se sont abstenus, l'Algérie a préféré quitter la salle refusant de voter et tous les autres pays ont voté en faveur. Aucun n'a osé s'opposer à cette résolution. C'est un échec pour l'Algérie car elle est de plus en plus isolée sur ce dossier et c'est une victoire historique pour le Maroc. Dorénavant, la résolution invisibilise le Polisario en appelant à des discussions bilatérales basées sur l'autonomie sous souveraineté marocaine sans conditions préalables. Cette décision consolide la marocanité du Sahara et ouvre la voie à une intégration économique accrue. Certes, cette avancée n'est pas une reconnaissance formelle de la souveraineté. Le Sahara occidental reste un territoire non autonome pour l'ONU. Mais elle légitime le contrôle effectif du Maroc et marginalise les options indépendantistes et algériennes. Et même, l'ONU ne dira pas que le Sahara est marocain. Mais elle vient de dire, la seule solution viable, c'est l'autonomie sous le Maroc. Game over pour l'indépendance, checkmate diplomatique. C'est un triomphe diplomatique pour Rabat. L'autonomie sous souveraineté marocaine devient de facto la norme sur la scène internationale. L'AES, avant de sortir du franc CFA, et c'est à partager. Mais ce que le Niger, le Burkina et le Mali veulent faire, c'est l'union des peuples. Et pour cela, il faut absolument aller à la fédération du Liptako-Gourma avec un seul gouvernement, un seul budget, un seul déficit, un marché unique, une seule armée, un seul drapeau, un seul hymne, une seule diplomatie, une seule justice avant de lancer la monnaie de l'État fédéral. Quand les nouveaux billets arriveront sur le marché, 80% du travail aura été fait en amont. Sécuriser le territoire, définir les statuts de la Banque centrale, la valeur et la dénomination des coupures, la création d'un marché unique pour consolider les fondements économiques. La préparation technique d'une sortie du franc CFA nécessite une approche précise et coordonnée. Il ne faut surtout pas se précipiter et rater la sortie car c'est le peuple qui en payera le prix. La monnaie est hautement stratégique car elle est le socle des échanges économiques, influence la politique monétaire et impacte la souveraineté nationale. Contrôler sa monnaie permet de réguler l'inflation, de stabiliser l'économie et d'exercer une influence géopolitique. Le franc CFA ne permet pas d'exploiter la monnaie comme levier stratégique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, donc l'AES, ont exprimé leur intention d'aller vers une fédération. Cela implique un renforcement de leur intégration politique, économique et militaire. Une monnaie unique fait bien partie des projets à long terme évoqués dans ce cadre. Ils ne cessent de le répéter jour et nuit. Et pourtant, les trolls continuent de nous poser la même question. Pourquoi l'AES ne quitte-t-elle pas encore le franc CFA? Mais l'AES se prépare à une fédération politique, une monnaie unique, une diplomatie unifiée et une défense commune. Certains points sont déjà en place. Bref, allez écouter attentivement ce que la sœur dit et arrêtez de prêter l'oreille à ceux qui veulent absolument vous faire croire sur la toile que le franc CFA est une bonne monnaie. Ces mêmes personnes vivent en Europe, cherchent à obtenir la nationalité et n'envisagent peut-être de revenir en Afrique que si on leur confie un poste stratégique. Sans ça, ils se moquent bien de votre sort. Si la famille, vous ne trouvez pas que l'AES s'arme à une vitesse ahurissante? Il suffit de regarder de plus près. Charme, système anti-aérien, drone capable de voler pendant 24 à 48 heures, formation militaire intensive et accélérée, capacité de surveillance du territoire renforcée, coopération militaire renforcée avec la Russie. Ils ne cessent d'acheter des armes lourdes et ce n'est pas anodin. Ils ont été clairs à ce sujet. Ceux qui veulent déstabiliser le Mali, le Niger ou le Burkina Faso échoueront. Et s'ils veulent essayer, qu'ils essayent. Ce genre de déclaration n'est possible que lorsqu'on est certain d'avoir dans ses arsenaux de quoi encaisser une attaque et y répondre avec force. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger que nous voyons aujourd'hui forment une alliance qui ne semble craindre personne. Ils achètent des armes que vous ne connaissez même pas, mais que vous finirez par découvrir un jour. Ils misent gros, non seulement pour restaurer la sécurité intérieure, mais aussi pour se préparer à un affrontement conventionnel au-delà de la guerre asymétrique. Ils sont prêts à faire face à toute tentative de déstabilisation ou d'ingérence étrangère. Et ce n'est pas une posture, c'est une stratégie. Pendant que certains continuent de les sous-estimer en les réduisant à l'image de pays pauvres, eux avancent discrètement. Et c'est là que ceux qui souhaitent leur chute commettent une erreur stratégique majeure. Dans une guerre, on ne sous-estime jamais son adversaire. Si c'était une question de budget militaire ou de nombre de soldats, les États-Unis auraient écrasé le Vietnam.
Aujourd'hui, l'AES pourrait bien être en train de redessiner l'équilibre militaire de la région et de devenir un pôle sécuritaire à part entière. La fin de la coopération militaire entre la Russie et le Niger ou la Turquie est une fake news propagée par deux catégories d'individus. D'une part, ceux qui s'ennuient et ne savent que faire de leur connexion Internet. D'autre part, des apatrides dont le rêve ultime est de voir l'AES sombrer. En réalité, la coopération entre le Niger et la Fédération de Russie ne cesse de se renforcer. C'était l'objet de la visite des Russes au Niger il y a 5 jours. De nombreux sujets d'intérêt commun ont récemment été abordés entre les deux parties. La coopération militaire reste pleinement active, avec des livraisons d'armes en cours et plusieurs projets ambitieux en développement. Par ailleurs, la Russie prévoit l'ouverture prochaine de missions diplomatiques au Niger, en Sierra Leone et au Soudan du Sud. Au-delà de la sécurité, Moscou a signé des accords de défense avec les 3 pays de l'AES et leur a fourni du matériel militaire moderne. La coopération s'étend également à des domaines stratégiques comme l'énergie et les ressources minières. Lors de la récente visite des ministres des Affaires étrangères de l'AES à Moscou, il a été décidé d'approfondir cette collaboration dans de nombreux secteurs. Ces pourparlers visent à renforcer davantage l'alliance naissante entre la Russie et les pays de l'AES. Les ministres Lavrov et Sangaré ont également échangé sur des perspectives de coopération bilatérale dans les domaines commercial, économique, humanitaire et culturel. Pourquoi les puissances occidentales exigent-elles des élections et des institutions démocratiques en Afrique, tout en entretenant de bonnes relations avec des monarchies du Moyen-Orient où la liberté d'expression est inexistante? Pourquoi cette obsession pour la démocratie en Afrique, alors qu'ils soutiennent sans scrupule les pires dictatures d'Afrique centrale? Ils manipulent nos scènes politiques, soutiennent des coups d'État dits constitutionnels, ferment les yeux quand leurs protégés modifient la Constitution à leur avantage. Avez-vous déjà vu les médias français s'indigner de cela? Jamais. Mais quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger prennent leur destin en main, alors là, la machine médiatique se met en marche. On agite le spectre du dictateur, on fait des parallèles grotesques avec Kadhafi, pendant que ceux qui ont été placés par leur maître restent intouchables. Ceux qui prêchent la démocratie à coups de leçons n'ont jamais appliqué ces principes chez eux, et encore moins chez leurs alliés. Ils ont soutenu, armé et légitimé des régimes qui, pendant des décennies, ont terrorisé leur peuple. Le plus triste, ce sont souvent les Africains dits intellectuels qui reprennent mot pour mot les discours de leurs maîtres, sans recul, sans analyse, tout pour du billet. Regardez l'état d'Haïti, regardez les territoires d'outre-mer français. Et pourtant, ce sont les mêmes qui viennent nous expliquer comment l'Afrique devrait fonctionner.